avec Bruno Sabi, vous êtes encore à l'intérieur de sa voiture. Sabi est deuxième de l'étape à Ouarzazate, mais il perd 8 minutes sur Vatanen. Au total, 12 minutes de retard au général. Première Citroën au tapis, celle de Salvador Servia. Les assistances ne trouvent pas la panne. Il s'agissait en fait d'un capteur d'injection. Servia se résout à rentrer tracté par son camion. C'est terminé pour la gagne. Première dune dans cette troisième étape. Pour les moins doués, cet apéritif de sable s'est avéré copieux. Dès le début de la troisième étape, quelques kilomètres après Erfoud, accident. Le Portugais José Maigret vient de passer dans un trou. Il est complètement sonné. Ok, on va appeler le médecin. Hein? On appelle le médecin. Le docteur, hein? Ça va? Hein? La tête. Pratiquement au même moment, fantastique cabriole pour l'Espagnol Mas. Il est passé par-dessus sa moto, il est KO. Une vingtaine de minutes dans le coma, il repartira, finira la spéciale avec un doigt et une clavicule de cassé, et puis l'abandonnera. Et puis il y a eu ce jour-là, le carter de Peter. Stéphane Peter Hansel a failli s'arrêter dans la troisième étape. Il a heurté un gros rocher. Le carter est percé. Terminer la spéciale sans huile dans la boîte. Là, c'est le coup de poker. Peut-être que ça tient, peut-être que ça tient pas. Et cela va tenir. Il termine avec 15 minutes de retard, mais il finira l'étape. Et le vainqueur du jour, on commence à connaître son nom, c'est Kini Gärtner, prénom Heinz, spécialité motocross, et il peut le prouver. L'image de cette quatrième étape, c'est Bruno Sabi qui vous l'offre. Triangle de suspension arrière droit brisé. Sabi et Series bouclent les 20 derniers kilomètres au ralenti. La Mitsu est en triste état, mais elle tiendra. Pour arriver au bivouac, Sabi et Mousmara fabriquent une sorte d'attelle avec une sangle. Et la réparation de fortune suffit. Series lève le pouce, ça va. Pierre Lartigue termine la spéciale sur des œufs. Il a utilisé ses 2 roues de secours et perd 7 minutes sur Sabi. Ce jour-là, Fontenay se paye le scratch et Vatanen conforte son avance au général. 18 minutes sur Lartigue et 20 minutes sur Sabi. Thierry Delavergne n'en finit pas de surprendre. 9e au général avec un T1 marathon, pratiquement la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Igor Amromin, lui, est un peu moins bien. C'est ce que l'on appelle une voiture chiffonnée. Les T4, ou les camions si vous préférez, nous proposent un joli suspense. Moskovski le russe mène, mais Loprice, le tchèque, et Marchenkov, l'autre russe, sont à moins de 2 heures. Petit matin poussiéreux dans l'Atlas. Les motards se sont levés à 3h30 pour rejoindre le départ de la spéciale. « 200 km de course jusqu'à Boulimine, de la poussière, du sable, et au bout de la piste, de l'eau. Il fait chaud,
ce n'est pas toujours gai pour les moteurs. Un petit coup de fraîcheur et cela repart. Pas pour tout le monde. Le coéquipier de Peter Hansel chez Yamaha, Castera, est tombé à 27 km du départ. Traumatisme crânien, pas très grave, mais il est secoué. Il sera évacué vers la France. Et la course, ce jour-là, une nouvelle fois, se résume en un mot. Kini Gattner, motocrossman du désert. Bonjour, ça va? Vainqueur de la spéciale du jour, 3e victoire déjà dans ce Dakar. Ça va? Ma fille? Premier au classement général, heureux, décontracté. Ça va bien? Et cela va continuer. Vraiment sympa. Ma fille? De Goulimine à Esmara, les pistes marocaines alternent portions caillouteuses et parties hyper roulantes. Un terrain que Bruno Sabi adore. Ce jour-là, il ne crève qu'une fois et passe à fond à côté de Salonen, qui vient de donner une roue à Vatanen. Le 5 janvier, Bruno Sabi prend la 2e place au général à Timo Salonen et se retrouve à moins de 10 minutes du leader. À cause de ces 3 crevaisons, Vatanen concède 8 minutes à Sabi. Pourtant, Harry avait fourni de gros efforts en début d'étape. Jugez vous-même. « 5 janvier, 5e étape. Qui arrive premier à Esmara? Mais Kini Gattner, bien sûr. Kini, de plus en plus favori. Je crois que c'est un bon candidat à la victoire. Je pense que ça sera très difficile à rattraper Kini cette année. Aujourd'hui, il a l'expérience, il a la rapidité et il a tout pour réussir, je crois. Non seulement il gagne cette 5e étape, mais en plus, le vainqueur des derniers pharaons continue de faire le spectacle. Un véritable grand prix pour rattraper Arcarons, qui est juste devant lui. Et sur un plateau de sable dur, position de recherche de vitesse avec en plus une main dans le dos à plus de 160 km/h. Gros cœur, Kini. Et pour l'instant, pas de camion balai pour lui. 36-15, SOS coup de main. Histoire de se dérouiller, l'équipage du camion balai remet dans le droit chemin un avion planté près de la piste. Premier dépannage improvisé d'une longue série. 262, 236. Derrière chaque numéro, la déception et la fatigue d'un pilote contraint à l'abandon. Les noms rayés ne seront plus évoqués dans les étapes à venir. Pour le 262, le 236 et 12 autres ce matin-là, le Dakar s'est achevé trop tôt. Beaucoup vont se rajouter sur la liste. L'étape du jour ne fait pas de cadeau. Le camion balai qui talonne les retardataires non plus. Dans une minute. Top chrono. On vous fait signer un papier, comme quoi vous êtes derrière. Mettez votre nom. Sinon, on vous met dans le camion balai. C'est dommage. Les pilotes automoto déposent leur véhicule et n'ont absolument pas le droit d'y toucher. Aucune intervention mécanique n'est autorisée. Et demain matin, au moment de repartir, on leur donnera le départ dans l'état où ils se trouvent mécaniquement et c'est sur leur temps de course qu'éventuellement ils pourront faire une intervention mécanique. Dans une étape marathon, il s'agit donc de ménager les mécaniques à tout prix.
Salonen l'a oublié en jouant au chat et à la souris avec Vatanen en début d'étape. Bilan, pont avant cassé pour Timo, évidemment handicapé pour l'étape du lendemain. Après Servia, Salonen est éliminé de la course au titre. Vatanen n'a pas baissé le pied. Amateur de ce genre de spécial façon Baja, il prend 9 minutes à Saby et accentue encore son avance, malgré une roue crevée qui ne lui coûtera que 3 petites minutes le lendemain. Pierre Lartigue, lui, n'a rien cassé, il attend. Une dune, un ensablement, c'est de suite un quart d'heure, 20 minutes. Donc il faut avoir une voiture toute fraîche. Moskowski, pour l'instant, écrase la course des camions. Son Kamaz est le plus rapide et le plus efficace de tous. Les autres ne voient que sa fumée. Un camion qui double un motard, scène classique dans le Dakar. En l'occurrence, Thierry Ranou a des circonstances atténuantes. Roue avant, ovale. Vibration et samba dans les bras. La chanson de Jordi tourne beaucoup plus rond. Arcarons gagne la 6e étape et se rapproche de Kingatner au classement général. Pierre Briet, le jeune Français, ne finira pas cette étape. J'ai à peine sauté parce qu'il n'y avait pas d'appel, hein, et l'arrière, tu vois, l'arrière, c'est venu taper là-dedans. J'ai pratiquement pas sauté, quoi, hein, et l'arrière s'est soulevé comme ça, et j'ai mis 400 mètres pour m'arrêter. Une histoire de copains avec Saron et Alliot. Chaque jour passé est un jour de gagner pour nous. Et puis voilà, je commence à prendre plaisir, Christian Saron aussi. Je crois qu'on va avoir des paysages exceptionnels dans les jours qui viennent. Donc je dirais Inch'Allah, chaque jour est une nouvelle découverte. Il prend beaucoup de plaisir, Philippe, mais de temps en temps, il perd du temps. Alors Saron est plutôt grognon. C'est une tête de mule. Pourquoi? Parce qu'on dit on se suit, il était derrière moi, à côté de moi. Moi je suis mon roadbook, à un moment donné le roadbook dit quitter la piste principale, obliquer au cap, je me souviens plus. Et bon, je l'ai fait, et lui il n'a pas voulu me suivre, il est parti sur la piste principale. Bon, il va faire peut-être un peu plus de kilomètres. Nous, le classement, ça nous est égal. Je vais essayer de l'attendre ici un petit peu. Alliot a retrouvé de Montrémy, l'équipe bleue se reforme. C'est jamais si. Ça nous fait assez fait, toi. Je me suis trompé quand j'ai eu l'hélico dessus de J'ai moi. attendu 20 minutes au CP là-bas. Début d'étape pénible pour Bruno Saby. Il vient de casser une transmission, mais heureusement, Fontenay et Musmara ne sont pas loin derrière. La réparation à 4 est plus rapide, mais elle coûte tout de même 50 minutes aux Grenoblois. Saby repart, se déchaîne et limite les dégâts. 49 minutes de retard sur Vatanen en arrivant à Tsuera. Journée morose chez Mitsubishi. Exemple de ce qu'il ne faut jamais faire dans un cordon. Shinozuka est tanké, comme on dit dans le jargon. Vatanen survole toujours autant ce début de rallye. Entre Auxerre et Tsuera, la ZX du Finlandais a même parfois pris des allures de TGV. Un peu de navigation, les dunes, il y avait tous. On a eu tous, c'était magnifique. Et surtout, on a pu appuyer un peu. Au départ de la spéciale, Jean-Louis Schlesser a le sourire, il le gardera jusqu'au bout. Le buggy 2 roues motrices est 5e de l'étape et 6e au général. Coup d'œil sur les camionnettes, il s'agit des T1 et des T2. Le leader des T1, c'est Thierry Delavergne, mais le Bordelais est suivi de très près par Jutta Kleinschmidt, ancienne motarde passée à la voiture et toujours très douée en matière de franchissement. Un T2 au tapis, c'est celui de Ten Arkel. Le Hollandais n'a pas vu une bosse de sable. Conséquence, des tonneaux à n'en plus finir, mais pas de blessés graves. « 7 janvier au matin, on quitte le Sahara occidental en direction de la Mauritanie.
Mais pas tout de suite pour Kini. La veille, il avait abîmé la jambe de sa roue avant. Étape marathon, parc fermé, impossible de réparer. Donc dès le départ, retour au bivouac. 36-15, copain assistance. On s'y met à 2 et en quelques minutes, c'est réparé. C'est beau plan, hein. Ça, c'est pas mal, hein. Spectaculaire, là. J'ai besoin d'un marteau. Donnez-moi une pierre, dit Laporte, qui emploie carrément les grands moyens. Et juste avant l'arrivée à Zouérat, pour la journée de repos, les couples se forment. Équipe rouge, russe et américain. Équipe rouge et blanche, Orioli et Arcaronce. Jordi qui va prendre la tête du général ce jour-là. Équipe bleue, Peter Hansel et Magnaldi. Magnaldi qui va gagner l'étape. Il y a 628 km à parcourir ce samedi-là, avec beaucoup de sable et pas mal de galères. Nifontov, par exemple, qui va casser sa boîte et passer la nuit dans le désert. Vue aérienne du bivouac pour quelques chiffres concernant le Dakar. 1200 personnes, 32 véhicules d'organisation, 10 hélicoptères, 22 avions. En marge de ce gigantisme, un geste simple, un geste du cœur, celui d'Étienne Smoulevici et Charles Kuipers, qui en plus d'enchaîner les spéciales, ont distribué des stylos et des cahiers dans les écoles quand ils arrivaient à temps. Le rallye est le train de Mauritanie, longue et belle histoire. Le train de fer le plus long du monde, le plus lourd aussi. Il abîme les rails, il faut réparer. Mokhtar et ses ouvriers s'en chargent. Affirmatif. Nous, on sent un rail qui est abîmé, un rail qui est vraiment foutu et par usure. Et on sent qu'il y a un coupon qui est bon. Un coupon, c'est un rail. Le rallye passe près du chemin de fer. Les ouvriers saluent les champions. Mokhtar, lui, il a ses préférés. Affirmatif. Mais moi, je préfère le camion. Pourquoi? Parce que ils rendent plus beaucoup que les motos. Ils vont plus. Si tu me donnes tout de suite, je prends que les camions. Vous avez déjà conduit un camion? Affirmatif. Affirmatif. Je connais les valeurs également. Et vous aimez ça? Affirmatif. 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 Ah oui, vraiment. Après la dune, on a cassé le radiateur. Vatanen siphonne son eau potable pour la donner à sa ZX. Le leader ne veut pas perdre, il va tout faire pour essayer de s'en sortir. Il se croit tout d'abord sauvé en trouvant de l'eau chez des nomades. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais toute cette eau, si précieuse dans le désert, ne suffira pas. On a perdu, on a perdu. Harry a compris, au bout du compte, il perd 22 heures après plusieurs tentatives de remorquage infructueuses. C'est fini pour le quadruple vainqueur de l'épreuve qui continuera pour aider l'Artigue.
Le grand bénéficiaire de cette étape, c'est justement Pierre Lartigue. Pas de problème dans la spéciale, 570 km en 6h48, Lartigue prend la tête à Chinguetti. On a suivi à la lettre le rollbook, donc on a pu passer cordon sans problème. Et j'ai juste assuré à mi-parcours où il y avait énormément de pierres. Sabi a galéré en début d'étape, égarement momentané et conversation un peu tendue. Ah oui, il faut faire demi-tour. Hein, faut faire demi-tour. Ça passe pas? Non, je crois pas. Fais demi-tour là, on part large. Marche arrière. Tu vois, il fallait pas venir là. Eh ouais, mais écoute, j'étais bien, on s'est décalé de... On est à 800 mètres du CP. Eh oui, mais... Là, comme ça, cap 250. Eh ouais, mais... Il semblait qu'on partait trop à gauche, il fallait rester sur l'ergue. Ajoutez à cela un ensablement fort vexant dans une dune qui ne méritait même pas qu'on s'y arrête. Sabi et Serriès arrivent 16 minutes après Lartigue. Ils sont à 20 minutes du leader, ça énerve. Cela dit, 20 minutes de retard si loin de Dakar, c'est vraiment très peu et cela nous permet de vous offrir des images de Sabi à l'attaque. Sympa, non ? Mad Max en Mauritanie, 90% hors piste, 9e étape, plein sable. Et nous retrouvons notre motard caméraman avec encore une première, la première gamelle enregistrée en direct par notre hélicoptère, Dany Laporte. Chute. Vue d'en haut. Et il repart, et c'est beau. Vue d'en bas. Vue d'en haut. 100 km plus loin, Dany rechute. Et c'est beaucoup plus grave pour la moto. Axe du guidon cassé. Hubert Auriol joue les Saint-Bernard. Mais Dany Laporte sera obligé d'abandonner. Devant, chacun sa méthode pour franchir les dunes. Orioli, Arcaron et Gallardo. Caméra à bord avec Oscar Gallardo, le vainqueur de l'étape. Et micro-émetteur pour Jean Brussy avec des commentaires à chaud, légèrement déconcentrés par l'hélico. Ah! C'est le courant d'air qui m'a fait tomber. C'est pas grave. Ça se récupère. Ouh. Ouais, non. Oh là là! Décidément, je joue le poireau moyen, mais faut dire que je suis professionnel à temps partiel. Alors il faut comprendre. Coupez le ventilateur. Mais merde. Ah, je suis désolé les amis, mais ça gasse pas bien fort là. Merde, comment je m'y prends? Il y en a qui doivent se demander comment je fais pour être 9e en étant si nul. Rassurez-vous, ça se passe pas toujours comme ça. Merde, je suis coincé sous la moto. Oh. Je crois que j'ai arrêté de vous parler. On reprendra quand ce sera moins technique, d'accord? Vision d'apocalypse d'un bivouac désorienté, le vent, le sable se sont alliés contre les hommes et les avions qui tentaient de les braver. C'est vraiment trop limite. C'est pour ça d'ailleurs que les autres avions sont partis se démonter à Nouakchott. Le vent a débuté depuis avant-hier. Et d'habitude, comme ça vient ainsi dans tout le territoire, ça peut durer une semaine. Il y a ceux qui savent, ceux qui prennent patience parce que leur vie est liée au cycle du vent et du soleil. Et puis il y a les visiteurs ponctuels du rallye qui ne s'attendaient pas à ça. Oh et debout, c'est le jour.
Le jour ou la nuit, on ne sait plus où on est. C'est agréable le maquillage au sable? C'est pas vraiment agréable, ça gratte un peu, ça brûle la peau. Donc voilà, ça fait un petit peu un peeling. Bivouac amoindri ce soir, confronté aux avions qui ont renoncé à se poser et aux pilotes qui arriveront épuisés dans la nuit. Le vent et le sable de Mauritanie ont gagné la partie. Et nous voilà revenus sur les T1 qui nous proposent une course dans la course des plus palpitantes. Devant, il y a Delavergne avec sa Nissan qui continue d'attaquer comme un fou. Mais ce jour-là, Jutta Kleinschmidt gagne la spéciale des voitures quasiment de série. Malgré ses efforts, l'Autrichienne ne reprend que 2 petites minutes à Thierry Delavergne. Catégorie T2, Mazioka, le japonais, semble bien parti pour finir vainqueur comme l'an passé. 9e au général, il a réparé un pont défaillant en début de spécial pour pouvoir rouler vite ensuite. Pierre Lartigue, lui, gère désormais. Il est en tête, il peut voir venir et vous donner une démonstration de franchissement vue de l'intérieur. C'est Jean-Pierre Fontenay qui gagne la spéciale. Quant à Harry Vatanen, il a remonté des dizaines de voitures pour venir mourir à 3 minutes de Fontenay pour le scratch du jour. Banc de sable sur Chinguetti, sortant de la brume comme un bateau du port d'Amsterdam, le Hollandais Gérard Gimink. Première grande victoire. Derrière lui, on s'épie, on se suit, on se surveille. Explication tactique par un champion en course, Magnaldi. Donc là, depuis ce matin, on est au petit train. C'est les Kashiwa qui ouvrent la route. Avec Stéphane, on est derrière en position d'attente. On laisse Jordi faire la navigation, on ne sait jamais, il peut se tromper. Et on peut profiter de cette erreur pour lui reprendre quelques minutes. Hop, descente de dune. Dominique Serriès, la tête sous le pare-brise. Les problèmes n'en finissent plus pour l'équipage 201. Cette fois, c'est une durite du circuit de refroidissement qui a lâché. Encore 30 minutes qui s'envolent. On remontait, je crois qu'on n'était pas trop loin quand même. On était en train de faire une course pas mal. Voilà, comme ça. Mais c'est pas fini. Et Sabi repart. Et Sabi est encore contraint de demander le maximum à sa voiture pour limiter les dégâts. 28 minutes à l'arrivée, total 49 minutes de retard sur l'Artigue. L'Artigue qui a descendu la passe de Néga dans le pare-choc de Fontenay. Après la passe, un peu de vitamine, le tout à 120 à l'heure sur une piste s'il vous plaît. Et après le ravitaillement, le dépassement. L'Artigue gagne la spéciale, c'est la première fois qu'il attaque vraiment et ça fait mal. Le combat des T1 est terminé. Jutta Kleinschmidt a été pénalisée la veille au soir car il manquait un plomb sous son pont arrière. L'Autrichienne jure que ce plomb a été arraché par une pierre et qu'elle n'a pas triché. Rien à faire. Les commissaires ont tranché et vérifient également la Nissan de Delavergne. Pas de problème pour le Bordelais, simplement des regrets de vaincre sans panache. Alors là, je suis totalement contre, parce que d'abord, c'est pas du tout dans l'esprit sportif. Et puis la petite bagarre qu'on avait tous les deux, on aurait bien aimé que ça soit vraiment à la régulière jusqu'au bout, quoi. En 2 phrases et en un geste, on a retrouvé l'esprit du Dakar. Good luck. Toujours plus vers le sud. La Mauritanie, sèche et aride. Tout le monde a soif. Les moteurs et les animaux. Ravitaillement.
cette 10e étape, les concurrents doivent franchir la très fameuse passe de Nega. Paysage splendide, mais c'est une véritable souricière. Les meilleurs s'en sortent bien. Arcarons, toujours en tête au général, suivi par Kingatner, qui est à plus d'1 heure, mais qui continue d'attaquer, même dans le sable. Et il attaque tellement que dans un village, il passe à travers une clôture. Fil de fer dans la roue. Pour Peter Hansel, c'est un peu plus inquiétant. Il arrive en vrac au ravitaillement d'essence. Repose-pied tordu. Cocotte d'embrayage cassée, jantes abîmées, la moto a des bleus partout. Kilomètre 7, exactement. Une chute assez violente. Sur le coup, j'étais un petit peu groggy et puis bon, c'est reparti. Et puis, donc là, sans visière, c'est très agréable parce qu'il y a pas, on a le soleil directement dans les yeux, le repose-pied, l'embrayage cassé. Enfin bon, c'est une journée pas terrible. Réparation de fortune et Stéphane Peter Hansel repart. Il va gagner la spéciale malgré sa chute. Mais dans la soirée, Jordi Arcarons va déposer une réclamation pour assistance illégale. Il n'avait pas le droit de se servir de ce marteau. Et Peter Hansel va être puni par les commissaires du rallye pour ses 3 coups de marteau. À 22 h, la sanction tombe. Mais moi j'ai rien fait. Le jury international décide à l'unanimité d'infliger au concurrent moto numéro 4 une pénalité de 10 minutes pour infraction à la réglementation sur l'assistance. Décision communiquée au plaignant et à l'intéressé à Yonne-la-Trousse le 11 janvier à 22 h. Peter Hansel n'avait pas triché, il s'est simplement trompé. Il a été sanctionné, il s'en souviendra. À chaque jour sa peine, à chaque jour sa panne. Cette fois, Sabi rend les armes sur la piste qui mène le rallye de la Mauritanie au Sénégal. Triangle de suspension arraché, impossible de réparer. Il faut attendre le camion. C'est terminé. La course est finie, donc le classement est fait. Donc il n'y aura plus de suspense. C'est dommage pour l'intérêt du rallye, mais enfin bon, à 3-4 jours de la fin, c'est déjà pas mal. Pierre Lartigue a donc pratiquement course gagnée à 3 étapes de la fin. Fontenay est à 3 h 25, Sabi à 3 h 40. Jean-Louis Schlesser ne verra pas Dakar. Il était 6e au général, mais la suspension avant droite a rendu l'âme. Schless n'a plus d'assistance. C'est terminé aussi. Salvador Servia arrive le premier au Sénégal. L'Espagnol avait accumulé les petits pépins depuis le début. Première journée sans souci, victoire d'étape. Onzième étape, direction le Sénégal, avec une ambiance style Tour de France dans les villages africains. D'ailleurs, comme dans une course de vélo, les favoris restent roue dans roue pour se neutraliser.
tous sauf Kini. Il termine avec 8 minutes d'avance, juste pour le panache. Et juste pour le plaisir, le micro à Camara, reporter d'un jour pour France Télévisions. Numéro 1, la moto est de couleur rouge. C'est tellement joli. Je fais partie des rallyes de Paris-Dakar. Je vais poser la question à Eddy. Eddy, est-ce qu'il y a eu des problèmes en route? Aujourd'hui? Oui. Non, il n'y a pas de problème. On a la piste, on a fait une piste très longue, très glissante et sablonneuse. Et sablonneuse. Tu viens avec moi, derrière, sur la moto? Ah, je vais, mais j'apprends. Ah, tu peux venir. Je viens. Tu viens? Oui. Si Pierre Lartigue a parfaitement su préserver sa ZX d'un mauvais coup, il n'a pas réussi à échapper à une grosse bronchite. Dorloté à 1 minute du départ et soutenu 1 minute après le départ. Vatanen et Servia, qui partaient devant lui, l'attendent 100 mètres plus loin, tapis dans la brousse, et s'élancent dans sa fumée pour jouer les porteurs d'eau. Jean-Pierre Fontenay, principal adversaire de l'Arctique si l'on peut dire, ne remontera jamais ses 3h20 de retard. Callaghan, c'est son surnom, a rencontré un arbre et l'arbre a été le plus fort. Tout l'arrière gauche est arraché, il faudra attendre le camion. Bon, j'avais vraiment pas l'impression d'aller vite, mais il y avait une ornière dans le virage, j'ai glissé, la roue arrière est partie dans l'ornière, j'étais vraiment pas vite, et de toute façon certainement trop vite, et la voiture est partie en travers, et le milieu de la voiture a tapé l'arbre. Même genre de souci, mais à l'avant pour Servia. Les pistes guinéennes font mal et offrent vraiment peu d'occasions de dépasser. Écoutez Sabi, parti en 35e position, pesté dans sa Mitsu. Qu'est-ce que tu veux faire? On va pas rester 500 bandes dans la poussière derrière, bon sang. Pas possible ça. On chier. C'est pas de la course, ça, si on roule à 30 à l'heure, qu'est-ce que tu veux? Attention, je sais pas, on va. À gauche pour moi. Non, tout droit, tout droit. Ça, c'est pas tout. Et il m'a pas vu ce con, c'est pas vrai, hein. Il a entendu klaxonner quand même. Et pendant ce temps-là, le vieux renard du Dakar continue son bonhomme de chemin. Il ouvre la piste, roule le plus doucement du monde dans les cailloux et ralentit dans les villages, ce qui ne l'empêche pas de gagner la spéciale à la baie. Changement de leader chez les T2, Masuoka a eu des problèmes et le japonais doit céder sa place à un coréen. Pornsawan et Toul sur Mitsubishi prennent les commandes des T2 et la 10e place au général. Mais Delavergne et Arguel sur T1 sont mieux classés que le meilleur T2, 8e au général. Vendredi 13, le jour où Peter a pris sa chance, salué par tous les animaux de la brousse. Un exploit qui est entré d'ores et déjà dans la légende du rallye. Tactique en 2 temps. J'assure pendant 200 km, j'attaque à la fin de l'étape. Et le meilleur pilote d'enduro du monde s'est mis en action. Une démonstration. À l'arrivée, Stéphane Peter Hansel non seulement gagne l'étape, mais il prend la tête du classement général. L'avance d'Arcarons a été pulvérisée. Peter est exténué, mais il a gagné. Bon, Stéphane s'est mis apparemment en colère. De toute façon, quand il est en colère, on ne peut rien faire contre. Tout à fait, Thierry. Arcarons est KO debout. Peter Hansel l'a devancé de 19 minutes.
Dans un autre genre, Franck La Mion. piste était très dangereuse dès le début, il y avait des grosses saignées. Malheureusement, j'ai pas pu en éviter une, je suis tombé très fort. Apparemment la moto n'a pas souffert, mais moi j'ai terriblement mal à l'épaule gauche. J'espère que ça n'aura pas de conséquences. Oh là là. Ah, je suis vraiment limite. Hein. Vraiment limite. Putain, j'ai mal partout. J'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou. J'irais plus vite de dire où j'ai plus mal parce que là, j'ai une douleur humaine. Commentaire en course et diagnostic à l'arrivée. Clavicule cassée pour Franck Mion qui a fait 180 km comme ça. Fracture du pied pour Beneroth. Sa Kawasaki s'est carrément enroulée autour d'un arbre. Et puis les malheurs de Kimi, panne de moteur à 13 km de l'arrivée. « 13 km avant l'arrivée, mon moteur s'est arrêté. Et je me suis rendu compte qu'on était vendredi 13. C'est vraiment un très mauvais jour pour moi. Peut-être les plus beaux décors de ce Dakar 95, la brousse, la forêt, des cascades, des rivières, un décor fantastique pour passer de la Guinée au Sénégal. Bruno Sabi gagne la spéciale pour le panache et pour l'honneur. Dans le même gué, constatez la prudence de Timo Salonen. Le porteur d'eau ne veut pas se mouiller. Quant à la deuxième voiture d'assistance rapide, elle termine en bouillie. Vatanen et Picard ont fait des tonneaux, mais ils s'en sortent indemnes. C'est l'essentiel. On a vu surtout la saignée venir plus vite que prévu, quoi. C'est de ma faute parce que j'avais un petit décalage au niveau du trip et j'ai annoncé la note trop tard à Harry et on était dessus. C'est ce qui compte, c'est le fait qu'on est en bonne santé. En tout cas, quand on a perdu cette rallye, c'est à cause de ma faute il y a quelques jours. Et c'est comme ça. Je ne peux pas accuser Gilles pas du tout. Journée sans réel problème pour Jean-Pierre Fontenay. Il avait la délicate mission de remonter des dizaines de concurrents et il y est parvenu sans abîmer sa voiture. Pierre Lartigue s'est offert quelques plaisirs de glisse dans cette étape tout en latérite et les 10 minutes concédées à Sabi ne sont qu'un grain de poussière dans la fumée du futur vainqueur. La 13e étape, l'avant-dernière. Arcarons au départ. Si c'est un endroit comme hier de trial, d'enduro, c'est bien clair que Stéphane, il c'est plus bon que moi. La course-poursuite s'est inversée, c'est Arcarons maintenant qui doit rejoindre Peter Hansel. Ça va, une bonne nuit, j'ai bien mangé hier soir, j'ai bien récupéré, tout va bien. 600 km à parcourir entre la Guinée et le Sénégal. La route va vers le nord, les pistes sont les mêmes qu'hier, le décor est semblable, la tactique de Peter Hansel sera identique. Assuré au début, attaqué à la fin. Pas question de flâner du côté du parc Nyokolo-Koba. Pas question non plus pour Jordi Arcarons d'appuyer sur le frein. Il faut absolument rejoindre le Français. Mais aujourd'hui, rien ne sera possible pour l'Espagnol. Dans une ambiance de fête, tous les villages sont sur le bord de la route. Peter Hansel sera encore le plus fort. Il va gagner la spéciale avec plus de 6 minutes d'avance et il va conforter sa place de premier au classement général.
des abandons du jour. Cristanelli, l'Italien, il s'est blessé au genou. Il a été rapatrié en Italie ce soir. Donc la dernière étape de ce Dakar entre Tambacounda et Dakar, et nous allons voir les images dans quelques instants. Vous les verrez dans Pêche d'Enfer avec Pascal Sanchez. Je peux maintenant donc vous donner les résultats de cette dernière étape, la 14e de ce Dakar 95. Stéphane Peter Hansel a gagné ce matin avec 10 minutes d'avance sur l'Espagnol Jordi Arcarons. Le match Yamaha-Cagiva, le match des deux motos, a tourné au bénéfice des Yamaha. Arcarons évidemment est sur Cagiva. 10 minutes d'avance donc. Eddie Orioli sur la Cagiva a terminé à 16 minutes. Gilles, un autre Espagnol qui lui est sur une moto KTM, a terminé à 16 minutes également. Mayer, un Danois, a terminé à la 5e place à 20 minutes. Et puis le premier Français, eh c'est Pilet sur une Kawasaki. C'est Marcel Pilet, on l'appelle l'Africain parce qu'il a participé depuis au cours de ces dernières années à pratiquement tous les rallyes africains. Au classement général, premier Peter Hansel, deuxième Arcarons, troisième Orioli, quatrième Meoni. C'est le premier pilote privé. Il est aidé par personne pendant le rallye. Il a fait sa mécanique. Il est tombé un jour et il a fait toute sa mécanique. Il a réparé sa moto tout seul. C'est un énorme exploit qu'a réalisé l'Italien Fabrizio Meoni, d'autant plus qu'il est parti avec des coliques néphrétiques. Il était encore à l'hôpital le 26 décembre dernier. Le lendemain, il était sur sa moto et il termine donc 4e de ce Dakar devant Jean Brussy avec la Honda expérimentale. C'est une très grande performance aussi, car la moto venait juste de sortir de l'usine. Il ne compte pas dans le classement, c'était d'accord dès le début avec les organisateurs, mais Jean Brussy réalise donc une très belle performance en terminant 5e. Le premier Français privé, ce sera Siréjol, Patrick. Il termine 6e avec sa KTM. Il termine à 11h15 du premier. Du côté des voitures maintenant, victoire aujourd'hui de Bruno Sabi devant Shinozuka, c'est-à-dire doublé Mitsubishi. Shinozuka a terminé à 2 minutes. Et au classement général, Pierre Lartigue donc gagne devant Bruno Sabi à 3h24, Shinozuka, la deuxième Mitsubishi à 4h10 et la troisième Mitsubishi Fontenay est à 7h12. Victoire Citroën devant 3 Mitsubishi. Ensuite c'est Salonen Gallagher qui termine à la 5e place. Voilà, on se retrouve avec Pascal Sanchez pour une édition spéciale de la Pêche d'Enfer dans, disons, une dizaine de minutes avec le résumé des 2 étapes du jour. C'était la fin de ce spécial Dakar. Première étape en moto et en auto. Nous aurons aussi bien sûr comme chaque soir des invités et notamment Hubert Auriol, l'organisateur de ce rallye qui vient à l'instant de nous rejoindre. Je serai en compagnie de Gérard Rolls et en ce dimanche un petit peu spécial, eh bien nous décernerons de gros clins d'œil à des femmes et des hommes qui ont marqué cette 17e édition. Merci de nous recevoir en direct de Dakar. Top pour le générique, c'est la DER, on va se faire plaisir. France 3, avec Total et le journal Aujourd'hui, vous présente une pêche d'enfer. Bonsoir, ravi de vous retrouver effectivement comme chaque soir. Eh bien, nous sommes en direct intégral. On est ensemble pour un petit peu plus de 30 minutes jusqu'aux alentours de 17h02. Nous sommes évidemment à Dakar. Demain, eh bien, on reprendra notre tournée française. On sera à Béziers. J'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Oui, ça fait drôle d'imaginer que demain, on soit en direct de Béziers. Le tracé quand même de l'étape, de cette dernière étape. Une étape qui emmenait les concurrents de Tambacounda à Dakar, direction la mer, direction Dakar, dans le Ferlo et dans la Savane. 42, 78, 89, 28. Je répète, 42, 78, 89, 28 avec le 16 et le 1 devant. Pour ceux qui nous appellent de province, je vous rappelle que nous aurons comme invité Gérard Rolls, mais aussi Hubert Auriol, l'organisateur de ce rallye. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez faire des commentaires, eh bien n'hésitez pas, on vous attend au standard au 42 78 89 28. On ne va pas déroger à nos bonnes habitudes avec la carte postale de la ville qui nous accueille en ce dimanche. Je veux bien sûr parler
de Dakar. Top pour les images, on va faire un top avec lequel on va prendre du temps. Dakar, on y est depuis ce matin et voici donc les premières images. Après 15 jours de désert, 15 jours de poussière, que c'est bon de voir la mer. Dakar est effectivement au bord de l'eau, à quelques centaines de mètres. On aperçoit la fameuse île de Gorée. Direction maintenant le centre-ville et la surprise. Immeubles, banques, circulation. La capitale du Sénégal est en fait une grande ville africaine à l'occidental. Le lion, c'est le symbole du Sénégal. En fait, ce sont dans les quartiers populaires que nous retrouvons l'Afrique que nous aimons avec toute l'équipe d'une pêche d'enfer. Je veux bien sûr parler d'une Afrique tout en couleur. Voilà, on est de retour. Regardez un petit peu ces images de rêve. Je ne mentais pas quand je vous annonçais tout à l'heure plus de 25 degrés. Je ne mentais pas non plus lorsque je vous annonçais un Gérard Rolls rayonnant et toujours aussi barbu. Ça veut dire que l'audience des émissions spéciales Dakar continue de monter. Il y a eu la semaine dernière, Pascal, jusqu'à 6 millions de téléspectateurs un soir qui regardaient le journal du Dakar. Il y en a des millions qui regardent la pêche d'enfer l'après-midi. Puis moi, je vais regarder bien les yeux dans les yeux. On ne va pas s'en plaindre. On va se regarder comme ça, comme chaque soir. On va vous faire un petit cadeau. On est en direct. Hier, c'était le journal du Dakar, puisque c'était le t-shirt, pardon, spécial Dakar, puisqu'on était en direct dans une spéciale télé. Et puis ce soir, juste ce petit cadeau sénégalais. Je connais votre passion pour le vélo. Regardez, c'est fait complètement à la main. Voilà, c'est splendide, une bicyclette. De toute l'équipe d'une pêche d'enfer. Merci Pascal, grand cœur, hein. N'est-ce pas? C'est très mignon. Résumé auto, ou moto Gérard, moto. On commence par les motos avec des images, mais alors là, toutes chaudes. Hein. Oui, parce que les hélicoptères viennent d'arriver, viennent de se poser à l'aéroport où nous montons et viennent de nous apporter les images. Donc victoire de Peter Hansel, ça on l'a dit tout à l'heure, avec des images sur la route, sur la piste plutôt. Victoire donc maintenant définitive de Stéphane Peter Hansel. Alors le petit drame, c'est Thierry Magnaldi hier soir. Donc il termine la spéciale. Et dans la liaison, panne de moteur, il va passer la ligne d'arrivée avec le moteur arrêté. Et on n'a pas le droit de faire ça dans le Dakar. Il sera mis hors course. Il est effondré, épuisé. Catastrophe pour l'ami Thierry. Et puis là, elle s'est arrêtée au croisement et donc je l'ai poussée jusqu'au CP. Donc voilà, donc comme j'ai droit à aucune aide, donc il fallait que je pousse la moto. Et Thierry a été mis hors course ce matin, il n'a pas pu participer à la dernière journée. Et puis dans la nuit, arrive un blessé. Ce blessé, c'est Joël Udry. Il est aidé par son copain Olivier Monnier, 2 Suisses. Jambe fracturée pour Joël Udry. Et son copain est effondré. Un accident qui est arrivé dans la nuit, c'est un autre motard. Apparemment, ce serait Patrice Richard. C'était 2h30 ce matin. Et puis, Joël est tombé en panne d'essence à 40 km de l'arrivée. Et il s'est arrêté, il a mis sa réserve, il est descendu de la moto. Et puis, il y a un motard qui s'est endormi et puis qui l'a shooté. Il a fait une chute, il s'est fait éjecter à 17 mètres. Et puis voilà. Bon, sa vie n'est pas en danger à Joël Udry, mais c'est vrai qu'il a une grave blessure à la jambe, une fracture ouverte de la jambe. Nous nous retrouvons ce matin au départ donc avec ces paysages typiques de la brousse et de la savane entre Tambacounda et Dakar. Il y avait une spéciale de plus de 340 km ce matin. Et dès le début, Stéphane Peter Hansel, qui est parti en tête, a conservé facilement la tête de la course, poursuivi par Jordi Arcarons, mais Arcarons l'a avoué après, il a dit « Depuis que Peter Hansel a accéléré depuis 3 jours, je suis incapable de suivre son rythme. Peter Hansel était le meilleur cette année et c'est bien normal que Peter Hansel gagne. » Le troisième, c'est Eddie Orioli, l'Italien. Lui, il est tombé carrément. Regardez son guidon à droite, il est tordu. Hubert Auriol, le patron du Dakar, qui accueille Stéphane Peter Hansel. Je crois que pour moi, c'était la journée la plus longue parce que constamment j'ai eu peur de me perdre. Constamment j'écoutais le moteur voir s'il n'y avait pas de faiblesse et c'est vrai que lorsqu'on est en tête et on est si proche de l'arrivée, on craint à chaque instant le pire en fait, donc il faut rester concentré quand même pour bien trouver la piste. Mais c'est vrai que c'était horriblement long, surtout les 100 derniers kilomètres. En plus j'ai fait la spéciale tout seul, donc vraiment
C'est un peu embêtant et je suis content. C'était pas très bien parti, mais... Voilà, quand il dit la spéciale tout seul, il est beau le petit vélo. C'est en pensant évidemment à Thierry Magnaldi, qui pouvait éventuellement lui donner un coup de main. Vous savez que le règlement du Dakar, c'est simple, on a le droit d'être aidé par quelqu'un qui est en course. Donc Thierry Magnaldi qui est à côté de lui, éventuellement, il peut lui donner un coup de main. Puis il pense aussi à David Castera, son coéquipier de chez Yamaha aussi. David est tombé, il a été rapatrié en France, il va mieux. Mais il était tout seul, Stéphane Peter Hansel. Il avait vraiment la trouille pour son moteur, parce que jusqu'au dernier moment, un Dakar, ce n'est pas gagné. Donc c'est en fait la 4e victoire de Peter Hansel. Il a gagné 2 Dakar, il a gagné le Cap, et cette année 4e victoire avec, pour la première fois, un bandana rouge autour du cou. Ce qu'il nous expliquait vendredi 13, justement, parce qu'il n'a pas retrouvé à Vesoul dans sa maison avec ses enfants, Mélanie et Nicolas, il n'a pas retrouvé le bandana bleu qui lui permettait de gagner, entre guillemets, hein. C'était son fétiche. Il en a pris un rouge, il a gagné quand même. Bravo Stéphane. Classement moto définitif, Peter Hansel, Arcarance, Orioli. Donc il y a un podium France, Espagne, Italie. Belle perf de Brucy, Jean avec la nouvelle Honda. Et bravo aussi à Patrick Siréjol, le premier privé français qui est 6e. Très bien, Gérard, merci beaucoup. Juste avant de découvrir le résumé auto, juste avant de décerner de beaux clins d'œil en ce dimanche 15 janvier, eh bien on va quand même vous montrer un petit peu Dakar au travers d'un reportage, puisque dans les grandes villes du Sénégal comme Dakar, le folklore est partout et notamment dans les transports en commun. Alors je vous invite tout de suite à monter à bord d'un car rapide pour une petite balade dans Dakar. Il est 9 h du matin à Dakar et la vie a repris son cours. D'étranges camionnettes colorées, cabossées, bondées de voyageurs ont pris possession des routes de la capitale. Ce sont les cars rapides, les transports en commun sénégalais. Debout depuis 7 heures, les employés des cars rapides se retrouvent tous les matins place de la mosquée autour d'un bon verre de café. L'occasion d'échanger les anecdotes du matin, l'occasion aussi de faire un brin de toilette. La pause est de courte durée et déjà on se résigne à reprendre le chemin des clients. Adema, le chauffeur, a recruté lui-même Iba, l'apprenti qui ne quitte plus d'une semelle son marchepied. J'étais apprenti avant que j'étais chauffeur, j'étais apprenti. Moi je suis commencé à 18 ans, à l'âge de 18 ans. À 21 ans, j'ai eu mon permis. Tout chauffeur a été un jour apprenti. Iba l'est depuis 2 ans. 2 années à crier aux piétons la destination du car rapide, quitte à aller carrément les chercher. Pour signifier les arrêts, Iba frappe de sa main la carrosserie du véhicule. Le prix est fonction de la durée du trajet, mais la tête du client ou de la cliente a son importance. Avec cet argent, le chauffeur paiera son apprenti, l'essence et versera tous les soirs une somme fixe au propriétaire du véhicule. Autant dire qu'à la fin de la journée, la recette est maigre. Adema est souvent découragé. Il faut qu'on roule, hein, il faut qu'on roule. Pour avoir des clients, pour avoir de l'argent, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus le faire. Primo, c'est fatigant. Secondo, c'est emmerdant. Terzo, il n'y a pas beaucoup d'argent. Surtout quand un enlisement ou pire, une panne survient, ce qui est plutôt fréquent. Mais bon, avec peu de moyens, beaucoup d'astuces et une main-d'œuvre pas cher payée, on arrive toujours à trouver une solution. Les cars rapides sont d'ailleurs un formidable terrain d'apprentissage pour les mécanos en herbe. Après plusieurs coups de clé à molette et beaucoup d'huile de coude, des moteurs ayant fait plusieurs fois le tour du monde en distance parcourue renaissent comme au premier jour. Côté look, les cars rapides sont soignés. De véritables artistes peignent toutes sortes de choses qui porteront bonheur aux conducteurs et qui raviront les voyageurs. Des inscriptions en arabe viennent rappeler que Dieu veille, comme ici, Allah est grand. Un Dieu souvent imploré par Iba et Adema. Mais allez savoir s'ils sont vraiment croyants ou prient-ils pour voir un jour leurs rêves se réaliser. Moi, mon rêve, c'est de passer mon permis de conduire. Comme ça, un jour, je pourrais devenir chauffeur. Mais je n'aime pas être chauffeur toute ma vie. Je voudrais Dieu me satisfait pour que j'aie une voiture à moi-même. De lui donner un autre chauffeur qui travaille pour moi.
Iba rêve de devenir un jour chauffeur, les chauffeurs rêvent tous de devenir propriétaires. Mais en attendant, la noria des cars rapides continue tard dans la nuit, jusqu'à ce que les derniers voyageurs soient arrivés à bon port. Jour prochain, si vous venez à Dakar, baladez-vous dans ces cars rapides. C'est vraiment un beau spectacle, comme ces images justement volées à ce bord de mer par Jean-Marc Lénoret. Hubert Auriol vient de nous rejoindre, Gérard. Alors Hubert, déjà bonjour, bienvenue, bravo, parce qu'en fait le Dakar, on va revenir, je pense que c'est quand même une réussite cette 17e édition du Dakar. Mais tout d'abord, on explique là, parce qu'on a une caméra HF qui est de l'autre côté de l'hôtel, sur le podium. En fait, la course est terminée, mais les concurrents ne sont pas encore dans Dakar. Ils arrivent, il y a un regroupement à 50 km de Dakar, ils viennent en convoi parce qu'on trouvait ça trop dangereux et c'était mieux que tout le monde arrive, c'est une tradition le convoi dans Dakar. Donc ils sont en train d'arriver, ils sont sur la route et malheureusement on n'a pas réussi à faire coller l'horaire pour qu'ils soient sur le plateau, mais ils arrivent. Mais par contre ils seront là pour Stade 2 ce soir, parce que c'est une partie de Stade 2 se déroulera ici. Avec un triplex avec San Diego, parce que les régates ont commencé aujourd'hui. Riche actualité sportive. Durant toute cette émission, moi j'ai décidé de décerner des petits clins d'œil, des petits coups de chapeau. Alors messieurs, vous allez m'aider à les décerner, ces coups de chapeau. J'avais envie d'en décerner un d'abord à celui qui nous a certainement offert à mes yeux le plus fantastique show. C'est l'Autrichien Kini Gallner. Et on a des images. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Ah oui, moi je suis entièrement d'accord. Il a été, moi je le connaissais depuis longtemps parce que c'est un crossman. Mais là au niveau africain, il a gagné le rallye des pharaons. On pouvait croire que ça y est, qu'il avait peut-être gagné un peu sans opposition, mais il a prouvé qu'il avait assimilé la piste et il a été un ton au-dessus. Il a gagné, je ne sais plus combien de spéciales. 6-7, je crois qu'il a vraiment montré que c'était le patron sur la piste. Jusqu'à présent, on disait ça de Stéphane Peter-Hansel. Et là, je crois qu'il y a un nouveau patron. Ça ne peut que nous réserver des batailles fabuleuses pour la suite. Et c'est aussi la grosse nouveauté, c'est l'arrivée des monocylindres modernes. Cette KTM qui a été étudiée et vraiment améliorée pour être performante sur la piste annonce une nouvelle génération de motos. Et je crois que tous les motards s'en réjouiront parce que c'est une moto légère et performante. Et quand on voit ce que Kini en fait, c'est fantastique. Il a fait un spectacle exceptionnel, Kini Gallner. Regardez, 140 km/h, il lâche une main, tranquille, sur un plateau de sable dur. Et en plus, il était disponible, sympathique, toujours à l'écoute, au bivouac qui passait de stand en stand, c'est-à-dire il allait voir les Cagiva, il allait voir Yamaha, il allait voir tout le monde pour parler avec eux. Il a été très présent et il lui est arrivé le pépin vraiment épouvantable, c'est qu'au 13e, à 13 km de l'arrivée, le vendredi 13, son moteur a rendu l'âme. Alors, la moto n'a jamais été volée, hein. J'ai dit ça sur la foi d'une information que j'avais pas eu le temps de contrôler parce qu'on était en direct. La moto a disparu un moment et on a eu peur qu'elle ait été volée. Elle a été égarée, en fait. C'est la fédération guinéenne qui l'avait récupérée. Oui, justement pour la mettre en sécurité pour pas qu'elle disparaisse. Ils avaient fait très bien leur boulot, les Guinéens, au contraire, et il l'a récupéré, Kini Gallner, grand monsieur cette année sur le Dakar. Nous, on a essayé d'être objectifs, mais n'empêche que moi, j'avais un chouchou, quelqu'un que j'adore, parce que je pense que c'est un grand monsieur et un grand pilote, c'est Harry Vatanen, et je crois aussi que c'est le grand perdant de ce Dakar, non? Et on a des images. Oui, c'est le grand perdant d'abord parce que ça nous fait très plaisir que Harry revienne. Moi, ça avait une petite connotation particulière parce que son coéquipier, Gilles Picard, était mon ancien coéquipier, et je crois que c'est ce qui leur arrive vraiment, c'est très dur cette année. Harry faisait une course d'équipe parfaite, il roulait derrière l'Arctique, il en a fallu d'une dune qui a défoncé l'avant. Derrière, malheureusement, il y a une erreur d'une note ou une mauvaise appréciation d'une note qui les a fait abandonner. Et puis grand monsieur, parce que l'autre soir, on l'avait dans l'émission juste après son abandon, il a dit c'est pas de la faute de la voiture, c'est de ma faute. Oui, je crois que c'est le professionnalisme qui a pris le dessus et je crois que ce qui est bien, c'est que l'équipage existait et Harry a montré que dans un abandon, on est solidaire et c'est pas la faute de l'un ou de l'autre, c'est l'équipage qui abandonne et jamais il a fait peser la responsabilité de son abandon sur Gilles ou Gilles sur celui d'Harry, et je crois qu'il donne une grande leçon de sport à tout le monde parce qu'ils en avaient gros sur la patate. Christophe Pietri, qui est le caméraman qui a travaillé pour ASO pendant ce Dakar, a passé une partie de la soirée avec Vatanen au moment où il avait explosé le radiateur. Ils étaient sur la dune ensemble. Harry lui a demandé de ne pas faire tourner sa caméra. Il s'est retourné vers Christophe Pietri et lui a dit « C'est pas croyable, moi ce qui le plus me choque, c'est ce que vont penser ma femme et mes enfants après cette histoire. »
qui est quand même une réflexion d'un très grand champion et d'un très grand cœur. Il pensait d'abord à sa femme et ses enfants, non pas à cause de l'accident, mais simplement parce qu'il s'était planté et que le Dakar c'était fini pour lui, quoi. Perdu, comme il disait. Voilà. Et puis il y a aussi un autre grand monsieur qui, alors nous a mis un sérieux coup de jeune. Il a 81 printemps et à ma connaissance. C'est Hubert Auriol. Oui. Et à ma connaissance, Marcel Hugny, il est en arrivage là sur Dakar, non? Oui, il est en arrivage et c'est vraiment sympa parce que il avait tenu à faire la fête avant de partir dans mon restaurant Le Pont de Suresnes, que je trouvais très touchant parce qu'il n'y avait pas de raison. Et ils avaient fait une fête d'enfer avec Marcel, toujours plus jeune, et il a souffert, je crois, un peu au début parce qu'on l'a un petit peu trimballé, un peu secoué, c'est le cas de le dire, sur ces pistes qui étaient quand même très belles et très cassantes cette année, il y a très variées. Et il est là à l'arrivée, et je crois que c'est une leçon pour tout le monde parce que je vous garantis que c'est à 81 ans, j'ai le tonus qu'il a, ça me fera vraiment plaisir. Et puis une sacrée personnalité, hein, ce Marcel, Gérard. Hein. Nous, on l'a reçu dans l'émission, génial. Là encore, confidence de Marcel Hugny, donc Papidol, puisqu'on l'appelle comme ça. Il m'a dit, moi mon sponsor m'a fait un terrible cadeau, il m'a offert un lit de camp. Et c'est épouvantable parce que pendant des années sur le Dakar, je dormais par terre et c'était mon bonheur. Et là, on me l'a offert, donc j'étais obligé de l'utiliser. J'étais malheureux sur ce lit de camp. Moi, je voulais dormir par terre à 81 ans. Génial. Marcel Hugny, il sera peut-être au départ de la 18e édition. Un départ, on sait déjà à peu près à quoi va ressembler le prochain Dakar, Hubert? Top secret. Top secret. Bon, d'accord, merci. Non, mais il y en aura un, je crois que ce qui est très important, c'est qu'il y en a un. Pour moi, c'est un énorme challenge de réussir celui-là, de l'amener au bout. Je suis pas encore très tranquille parce que tout le monde n'est pas encore sorti de la spéciale. Ce soir, quand ils seront tous autour de la piscine pour la remise des prix, je crois que ce sera vraiment un moment formidable. Et vous savez, on le sent pas parce quand on a couru, on a une pression d'enfer parce qu'on est dans la course, mais quand on est organisateur, c'est peut-être plus diffus, on le voit moins. Et je me rends compte maintenant qu'on est presque arrivé, qu'il y avait une espèce de poids en permanence. Et j'ai qu'une envie, c'est d'en organiser un autre et plein d'autres courses parce que on a vraiment envie des trucs qui sont sympas. Exceptionnels, hein. Pascal, la semaine dernière, au bout de 8 jours, on a fait le bilan avec Hubert Auriol, le nouveau patron du Dakar, et c'est vrai qu'il avait eu droit au Dakar d'or, 100%, tout le monde au bivouac à Zouérat. Il avait décerné un Dakar d'or pour l'organisation, pour la façon dont il était à l'écoute des concurrents. Il y a quand même un tout petit reproche, Hubert, là, c'est au cours de ces 2 derniers jours, des étapes peut-être un petit peu trop longues en Guinée et au Sénégal, dû à la fatigue essentiellement des motards. Ils ont beaucoup souffert, vous qui connaissez bien évidemment le sort des motards. Oui, ils sont arrivés exténués hier soir. Est-ce que ce n'était pas trop long? C'est vrai que c'était peut-être un peu long, mais on a pris personne en traite. On avait annoncé que la fin serait difficile, que ça montait, que les difficultés montaient, qu'il y aurait une étape marathon le dernier jour. Le problème, c'est qu'on a eu 3 jours de vent de sable, que le Maroc a été peut-être un petit peu plus dur que ce qu'on avait prévu. Et donc, quand ils ont attaqué à partir de Zouérat, en fait, ils étaient déjà éprouvés et la fatigue s'est accumulée à partir de ce moment-là. Mais vous savez, je crois qu'il n'y a de belles choses que des choses difficiles. Et ce qui me faisait vraiment plaisir, c'est ce matin, après la nuit qu'ils ont pu vivre pour certains, le sourire et la lueur qu'ils avaient dans les yeux, c'était vraiment magnifique. Et les motards m'ont ému, c'est terrible. Et alors justement, cette dernière étape, elle a été longue et difficile ou pas pour les autos, Gérard? La toute dernière de ce matin, là. Oui, celle dont on va parler maintenant. Là. Avec Thierry Blanco. Oui. Il est là, Thierry? Non, il est toujours pas là. Donc on n'a pas encore les images. Non, d'accord. Surtout celle d'hier. Ah, si, ça y est, on a les images. On n'a pas Thierry Blanco, on a Gérard. On va les commenter ensemble peut-être. Allons-y. Oui, tout à fait. Départ ce matin, donc. Tambacounda, direction Mbaké pour la spéciale. Avec... dans l'ordre des départs de la veille, comme d'habitude, c'est-à-dire Citroën, un petit peu de bois, un petit peu de mal à la reconnaître. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, Pierre Lartigue ce matin avait décidé de ne pas trop appuyer sur l'accélérateur. Ça, c'est Bruno Sabi qui va remporter la spéciale avec sa Mitsubishi, sans arrêt, un jour l'un sur l'autre. Les Mitsu ont été au top et ont eu des problèmes. Et la confidence de Ulrike Bremer, qui est le patron des Mitsu, disant « mes voitures sont trop jeunes cette année. On a eu trop peu de temps entre les grands rallyes du printemps et du milieu de saison pour vraiment les mettre au point, pour mettre au point ces prototypes. » Ça, c'est la crevaison de Pierre Lartigue, je crois. Hein. Crevaison, oui, de Pierre Lartigue. Parce qu'il a fait vivre un suspense à ses fans jusqu'au bout, puisqu'on était tenu informés heure par heure, et en fait, ils ont décidé le roulement et ils ont fait un final à 3. Ils ont fait un final à 3 et ils sont arrivés à 3. Ça nous a mis un beau bazar sur la ligne d'arrivée, mais c'était sympa de les voir ensemble. Je crois que
Guy Fréclin n'était pas le dernier. Et ça a été la course d'équipe, chacun a eu sa chance depuis le départ? Oui, absolument. On est partis tous avec la même voiture, les mêmes consignes. Donc moi j'ai géré différemment ma course que les autres pilotes. Et ça a marché, tant mieux. C'était un coup de poker à faire. Et je suis vraiment content. Le Dakar n'est plus très... Ah ben non, c'est juste à côté. Voilà, ensuite... Thierry Blanco. Oui, je prends le relais d'Hubert. Vous les avez vu arriver aussi. C'est la course pour la télévision. Ouais. Et puis aujourd'hui, on a décidé de prendre du plaisir. Moi, j'ai fait 2 aujourd'hui, donc comme Bruno Sabi, apparemment. On est venu là avec une voiture totalement nouvelle. Beaucoup ne la voyaient pas à l'arrivée. Nous-mêmes, on était sceptiques. On a bien travaillé. En tout cas, c'est une bonne séance d'essai. Et on sait que pour l'avenir, maintenant, on a une voiture compétitive. Je crois que c'est ça essentiel. Parce que quand on est parti dans ce Dakar, on voulait seulement être que compétitif. Je crois qu'on l'a été, puisqu'on termine 2e. Et en plus, un tir groupé des Mitsubishi. Je préciserai d'ailleurs que c'est grâce à ça, je crois qu'à cause de ces équipes soudées qu'on arrive à faire ces résultats. Eh ben, il n'y a plus qu'à espérer, mon cher Hubert, que l'année prochaine, les 3 Mitsubishi nous fassent la même arrivée que les 3 rouges. Comme ça, on aura un Dakar encore plus équilibré pour les années à venir. Enfin, plus équilibré en tout cas, parce qu'il était déjà beaucoup cette année. Mais il y a eu une telle démonstration de puissance de la part de l'écurie rouge, votre ex-écurie, que je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, moi, je trouve qu'il y a eu une belle bagarre quand même au début. Hein. Oui, il y a une belle bagarre. J'étais très déçu après la brisure, la rupture de la rotule de Bruno Sabi, parce qu'on espérait vraiment que tout se jouerait sur la dernière étape. Je crois qu'aujourd'hui, la dernière étape, les 350 km qu'ils ont fait, ils n'ont pas été déçus. On leur avait dit que le rallye se finirait vraiment à Mbacké après la dernière étape. Ils ont cherché aujourd'hui, ils ont jardiné pas mal, comme on dit dans le milieu. Ils ont cherché les pistes, ils se sont battus. Et si aujourd'hui ça s'était joué, ça aurait été très chaud. Et en tout cas, ils ont dit vraiment, alors toi, jusqu'au dernier kilomètre, tu nous en as fait baver. Mais en fait, c'est un beau compliment pour vous, en fait, hein, c'est ça? Ils l'ont même baptisé d'ailleurs, parce que vous savez, tous les hors-pistes que Hubert a fait faire depuis le début, ce sont désormais des hors-pistes Hubert Auriol. Voilà. D'accord, très bien. Comme ça a peut-être rappeler le classement du jour. Le classement du jour et le classement définitif. Bah oui, le classement du jour, Sabi Series gagne la spéciale devant Shinozuka et Magne. Servia et Puig termine 3e, Pierre Lartigue 4e, Salonen 5e et Jean-Pierre Fontenay et Bruno Musmara 6e. Mais au classement général, ça ne change pas. Dans l'ordre, si vous avez joué Lartigue, Sabi et Shinozuka, vous avez gagné le droit de revenir l'année prochaine. C'était le TRC 95. Thierry Blanco, merci beaucoup. Je vous en prie, merci d'être arrivé comme ça. Oui, je reprends l'hélicoptère, je repars tout de suite. Vous repartez pour le journal du Dakar. Séquence ventilateur. 20h35. Entre-temps, il y aura Gérard Rolls qui va venir nous rejoindre et on va continuer de décerner des clins d'œil. Alors nous, les motards, on adore. Les autos, on adore, mais alors les téléspectateurs, il y a une catégorie que les gens qui regardent la télé adorent, ce sont les camions, Hubert. Ils font rêver, les camions. Ils font rêver parce que je crois que c'est vraiment une des choses qui a fait le Dakar. Il y a les voitures au départ, et puis on a rajouté devant les motos et derrière les camions. Et depuis, les camions se sont perfectionnés, les chauffeurs de camions et les marques qui construisent les camions se sont pris au jeu. Et je crois que c'est vraiment des images. Les camions ralentis, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir surtout. Alors ça, il y a un moment où il n'y a plus rien à dire, il suffit de regarder. En plus dans les étapes de dunes qu'on a pu voir, ça donne un spectacle sublime aussi. Et puis ce que j'ai remarqué moi aussi, c'est la solidarité entre les concurrents. Et je trouvais qu'ils étaient un petit peu les Saint-Bernard du désert, hein, c'est-à-dire qu'ils tractaient les voitures qui étaient dans la galère. De toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas de Dakar sans camion. Et donc c'est très important que les camions soient là. Et je crois que ce soir, il faut vraiment avoir une petite pensée pour toute l'écurie Kamaz qui a donc perdu la première place le dernier jour. Et je crois qu'aujourd'hui, le team manager de Kamaz, M. Yakoubov, est très déçu. On en a longuement parlé hier soir et je crois qu'ils vont revenir parce que je lui ai dit, mais c'est bien de gagner 12 spéciales sur 14, mais ce qu'il faut, c'est gagner la 14e. Alors rentrez chez vous et dites à tout le monde que la prochaine prochaine, vous essaierez de gagner la 14e. Et puis en matière de camions, nous on a une petite pensée aussi pour quelqu'un qu'on a permis aux téléspectateurs de découvrir dimanche dernier, c'est Ombline de Clermont-Tonnerre. C'était la seule femme à bord d'un camion dans le Dakar. C'est amusant parce que ce matin elle est arrivée, elle était complètement désespérée au départ à Tambacounda parce qu'elle me dit moi je pars pas, j'ai plus de pneus. On n'a plus de pneus, on n'a plus de roue de secours. Et on s'est débrouillé, on lui a donné un des pneus d'un camion de TSO et ils ont pu repartir ce matin pour finir le Dakar. Autre chose aussi, Gérard, un autre clin d'œil que je voulais absolument décerner sur ce Dakar, parce que je pense que le Dakar serait moins bien s'il n'était pas là, c'est l'opération Désert Propre.
parce que ces gens-là, eh bien, ils ont décidé, c'est une société en fait qui a décidé ça, en fait de laisser le désert, on voit des images tout de suite, de laisser le désert aussi propre qu'on l'a trouvé, c'est-à-dire que chaque jour en fait ils sont avec des petites motos à 4 roues et ils remplissent d'énormes sacs de plastique comme ça de tous les détritus que peuvent laisser eh bien, les centaines et centaines de personnes. Le bivouac, c'est sûr qu'il y a toute une infrastructure sur le bivouac et il faut bien ravitailler. Le bivouac, c'est environ 1200 personnes qui se déplacent et il faut laisser les endroits aussi propres qu'on les a trouvés. Et on a fait une chasse terrible au début pour que les gens prennent le réflexe de faire 3 pas de plus pour mettre une canette de limonade ou un papier dans une poubelle. Même chose pour les roadbooks, même chose pour tout ce que vous pouvez utiliser de consommable. Et on a essayé de les laisser au maximum aux gens sur place pour qu'il y ait un tri, surtout dans les ordures, entre les choses qui peuvent servir, je dis les ordures, je ne devrais pas dire, mais dans les déchets, entre les choses, voilà, les détritus, et ça a vraiment très très bien marché. Ils ont réussi sur le terrain, ils ont réussi à créer le réflexe. Ce matin, je me suis arrêté dans un petit village, à Thiel, en pleine brousse, et on a donné nos rations aux villageois qui étaient là, et je voyais les villageois jeter quelque chose. Et moi, j'ai couru pour aller chercher le truc, pour pas le laisser même dans le village, pour pas laisser le truc, parce qu'il y a le réflexe des airs propres. Parce que c'est vrai que c'est sympa, et c'est vrai qu'on nous en parle dans le courant de l'année en disant c'est bien joli d'aller s'amuser en Afrique, de créer une compétition là-bas. Qu'est-ce que vous faites pour laisser le pays comme il est? Il y a une opération qui est très très sympa et qui apparemment est efficace avec des airs propres. Une opération des airs propres, et je sais déjà qu'elle sera reprise l'année prochaine avec encore plus de moyens, j'espère, etc. Moi, il y a eu aussi quelque chose qui m'a énormément marqué sur ce Dakar, c'est le vent. C'est les 3 jours que l'on a passé en Mauritanie. On va avoir des images, d'ailleurs, d'un autre côté, pour nous, la poussière et le sable, ça donne de sublimes images, mais ça a donné aussi une note de gravité un peu à ce Dakar. Oui, ça a donné une note de gravité, et on a vécu, enfin nous en tout cas, au niveau de la logistique, au niveau de l'organisation, au niveau des 2 personnes qui sont plus particulièrement responsables, Jean-Paul Pirat et Étienne Lavigne, ils ont été très tendus pendant 2 jours parce que tout ce qui est mouvement d'avion, transport de personnes, recherche sur le terrain des concurrents qui n'arrivaient pas, je vous garantis que quand les éléments commencent à se déchaîner, évidemment c'est dans ces cas-là que comme par hasard les télécommunications ne marchent plus, qu'on n'arrive plus à se parler par radio, qu'on n'arrive plus à localiser quelqu'un. Et si ça fait des images sublimes, à gérer sur la course, c'est assez difficile. Oui, l'atterrissage des avions, les télécommunications, même nous, ça nous a posé quelques problèmes. Et puis ça a énormément fatigué les organismes, ce que vous expliquiez tout à l'heure. Oui, parce que c'est usant, je veux dire, c'est comme vivre une tempête sur un bateau, c'est usant, on s'en rend pas compte, mais c'est une pression continue. Et à la sortie, eh ben, je crois que ça a joué un peu contre nous sur la fin du parcours, qui était sublime. Je crois que les concurrents sont unanimes pour le dire, mais ils arrivaient, c'est vrai, fatigués et donc ils ont trouvé ça très dur. Très bien, Gérard, je vous voyais plonger la pensif en regardant des images. On s'en lasse pas de ces images. Non, et puis moi je passais aux concurrents parce que c'est vrai que ça a posé des problèmes dans la tête, ce vent de sable. C'est vrai qu'on a du mal à se concentrer dans ces cas-là, mais ça c'est notre boulot à la fois de journaliste pour faire vivre l'événement, mais pour les concurrents, j'imagine Hubert Auriol, ça va être l'enfer absolu, les motards, poussière dans poussière, vent dans vent. Porte des lentilles par exemple. Il y a des problèmes pratiques. Bon, c'est vrai que pour la moto, on ne peut pas rouler sans avoir des lunettes. Il est interdit de les enlever parce que quand vous avez les lentilles, c'est impossible. La poussière rentre partout, tout est toujours sale, vous avez toujours quelque chose sur les mains, sur les vitres, sur les pare-brises, et puis vous voyez plus rien, il n'y a plus de localisation. Dans l'étape qui partait de Zouérat avant le CP2, à 500 mètres du CP, on ne voyait pas la montagne. Il y avait une montagne, on ne la voyait pas. C'était fantastique. Moi, je l'ai vu en hélico, c'était extraordinaire. Strictement rien. Il est pratiquement 17 h. On va tout de suite prendre une petite question au téléphone, très rapide, parce qu'il nous reste 2 minutes 30 d'antenne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Dernière question en direct du Dakar. Allô, bonsoir. Oui? Mettez un jeton dans le... Oui, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir Gérard et bonsoir Hubert. Je voudrais tout d'abord vous remercier rapidement tous pour cette super organisation, des belles images à tout le monde. Et je voudrais poser ma question donc à Hubert. Quels sont donc les petits trucs qu'il a trouvés qui a permis que ce Dakar cette année soit mieux que les autres? Je sais pas s'il est mieux que les autres, mais en tout cas, moi ce qui m'a... Moi, vous savez, j'ai toujours dit, j'ai une passion pour cette course. Je ne me suis jamais forcé pour en faire aucun des 16 que j'ai fait. Et j'avais envie de faire partager justement cette passion que j'ai pour la course et pour l'Afrique en particulier, parce que je crois que cette année, on leur a fait vraiment découvrir des pays assez fantastiques. Et je me suis surtout servi de mon expérience, de choses que j'ai pu vivre au travers du Dakar. Et j'ai essayé d'améliorer un certain nombre de choses, un certain nombre de rapports avec les gens, entre les concurrents. Je crois qu'il y a des fois, il faut dire les choses, et ça ne m'amusait pas de temps en temps faire des briefings un peu sévères.
Mais à la sortie, écoutez, je crois que ça s'est bien passé et puis tant mieux, quoi. Moi j'ai un complément de réponse, c'est que Hubert Auriol a été partout, tout le temps, à longueur de journée. Il a été avec les camions, il était avec les voitures, il était avec les autos, avec les motos. Il donnait un petit coup de main quand il le fallait sur la piste. Il était là avec les contrôleurs, il s'arrêtait pour voir si tout allait bien. Il était en communication en permanence avec tout le monde. Et ça, c'est essentiel dans une épreuve comme celle-ci. C'est un peu le cas de Jean-Marie Leblanc sur le Tour de France. Hubert Auriol, c'est un peu la même chose ici. Être partout, tout le temps à l'écoute, essayer de comprendre. Et comme il le sait avec ses tripes et avec son intelligence, évidemment. Alors là, on lui fait un panégyrique extraordinaire, Hubert. C'est vrai que là, on a vécu 15 jours avec un patron qui était sur le terrain. Un vrai patron d'épreuve. Un vrai patron. Voilà, monsieur, merci beaucoup pour votre question. Bonsoir. On est en direct de Dakar. On va presque dire qu'on était en direct de Dakar. Je voulais faire un petit clin d'œil, Hubert. Je voulais vous les présenter. Ils s'appellent Jean-Michel Pébroc et Didier Barrault. Eux, ils ont fait leur Dakar, mais ils l'ont fait en mob, juste à côté des concurrents. Comme ça, on les avait rencontrés à Chinguetti en Mauritanie. Vous vous rappelez, Gérard? Ah oui, je vois les deux mobs. Je comprenais pas très bien comment elles étaient là. Ils sont venus. C'est fort, ça. C'est très fort. C'est comme ça que naissent des vocations et que commence l'aventure. Oui, et puis c'est bien aussi qu'une épreuve comme le Dakar génère de belles histoires à côté. On a rencontré avant-hier en Guinée quelqu'un qui faisait le même parcours mais en vélo. Ah oui, celui-là, c'était sidérant. Il était bien. Gérard Rolls, Hubert Auriol, merci beaucoup. Un mot sur ce Dakar 95, un seul. Juste un mot, Gérard. En un mot? Oui, un. Émouvant. Émouvant pour toutes ces histoires. Hubert? Je dirais merci à toute l'équipe. Voilà, et ben moi je vais reprendre la même chose. Merci à l'équipe technique, merci à l'équipe de production qui nous a permis de vous retrouver tous les soirs en direct comme ça quelque part en Afrique. Nous